Bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être venus aussi nombreux à la conférence de Han Tumer-Tekin que j'ai le plaisir de recevoir ce soir dans notre école. Je voudrais aussi lui avouer que tu es le premier conférencier à faire une conférence dans la nouvelle école et tu es aussi, et c'est pas rien, le dernier conférencier à faire une conférence dans la vieille école. Et on a refait la déco juste pour toi, et j'espère que ça te plaît comme ça. Merci. Donc, Han, on partage pas mal de choses. L'amour du dessin, je vous engage à regarder plus loin dans l'œuvre de Han, la qualité de ses dessins, de ses rendus, de son approche spatiale, la qualité et le souci de la matérialité, où j'ai envie de dire tu vas à l'essentiel dans ton écriture, le souci du détail, l'importance de ce qui constitue notre savoir, en commençant par la coupe. J'espère que tu nous parleras un peu de la coupe, puisque je sais que tu vas animer à Skopje un workshop sur la question de la coupe, et c'est un enjeu essentiel dans notre discipline qui est trop négligée par les jeunes générations, qui je vois en force ce soir, et que je remercie d'être venus. Le souci du détail, l'envie aussi de maîtriser ton travail, et à travers ça, donc la volonté de conserver une échelle. Même si tu travailles à toutes les échelles, on le verra dans les projets que tu présentes, cette volonté de maîtriser le savoir-faire, le travail, et donc de conserver une entreprise, un cabinet, une agence, un bureau, de petite taille, on va dire, d'une douzaine de personnes, mais très performants. Je pense que c'est à saluer, ce sont des choix professionnels importants. C'est un des choix. Tous les choix sont bons s'ils mènent à la qualité. Ton choix, c'est celui-là, et je trouve qu'il est excellent dans le cadre de ton travail. Quand tu as besoin de compétences, tu sais t'associer à Strasbourg avec, entre autres, Mehmet Dawaz et ses associés de Plan Libre, qui m'ont fait d'ailleurs, entre autres, te rencontrer, même si on s'est croisés souvent depuis, parce qu'on partage un peu ce goût du voyage. Entre autres là où tu enseignes, où tu as beaucoup enseigné, à Harvard pour commencer, et où tu continues à animer des workshops. À Istanbul, évidemment, où tu as créé le master à l'université Bilig, et où tu n'as pas étudié là, mais tu as étudié à l'université technique d'Istanbul. Tu as enseigné aussi à l'école spéciale d'architecture, tu as enseigné à Lausanne. Tu enseignes un peu partout, tu fais des conférences partout et des workshops partout, et tu construis un peu partout, comme tu vas nous le montrer. Et par ailleurs, Han est aussi lauréat 2004 du prestigieux prix Aga Khan, dont ensuite il a fait partie du jury, et dont aujourd'hui tu fais partie du Board of Directors. Steering Committee. Steering Committee. Officiellement. Le nom officiel, c'est ça. Du comité de sélection des jurys, des candidats, etc., qui est une prestigieuse et très intéressante institution. Et je vous invite à vous y intéresser de près pour tout le travail qui est produit à travers l'Aga Khan. Han, je te remercie d'être venu ce soir. Tu vas nous présenter divers projets, et aussi un projet qui nous tient à cœur ici, puisque tu réalises actuellement la nouvelle représentation turque auprès du Conseil de l'Europe, la résidence et le consulat turc près du Conseil de l'Europe. Donc il y a un projet important, puisque c'est plus de 10 000 m², ce qui est original et rare dans notre ville, et même dans toutes les instances diplomatiques. Donc voilà, je ne vais pas sans tarder te laisser la parole pour nous montrer ton travail, que tu as intitulé ce soir « Redéfinir ». Merci. Merci d'être venu. Alors, j'ai dit redéfinir parce que j'ai constaté que ce que je fais, c'est toujours redéfinir. J'aime bien travailler avec
des matériaux, des notions, des idées communs, familiers. Mais je crée toujours, j'essaie de trouver un moyen de faire des compositions avec des trucs familiers qu'on connaît, mais de trouver une manière de les mettre en accord avec une tendance nouvelle, si je le peux. Donc, je voudrais bien vous montrer, tout au début, une de mes expériences sur le design, je peux le nommer, qui date depuis mon enfance à Istanbul. Lorsque j'étais un tout petit gamin, il y avait à Istanbul, en majorité, des femmes grecques ou arméniennes qui venaient chez nous comme couturières pour faire coudre des habits à ma mère. Alors donc, la journée se passait, commençait dans la matinée, il y avait toujours cette dame qui venait, on préparait le petit déjeuner, alors elle venait, on prenait les cafés, etc. Et puis, au salon, sur le tapis, il y avait ces papiers pleins de dessins incompréhensibles pour moi. J'avais 3 ans ou 4 ans, je me souviens. Il y avait des étoffes partout. Et puis, on commençait à faire des copies de ces lignes sur les étoffes. Et puis, à la fin de la journée, il y avait une jupe sur ma mère. Alors ça m'impressionnait énormément. C'était vraiment quelque chose de... Il y avait de la magie. Alors après, ça c'était mon premier devoir de dessin technique à l'Université technique d'Istanbul. C'était un A4. Ce qui m'avait choqué, j'avais utilisé un crayon, une règle et un papier pour créer cette diversité de lignes. Ça m'avait choqué parce que tout ça, c'était familier. Je les utilisais depuis l'école primaire, mais cette fois-ci, il y avait une richesse énorme qui était devant moi et que c'était moi qui l'avais créée. Alors donc, bien sûr que après des années et des années, que je peux regarder ce document avec des yeux que j'ai maintenant. Alors donc, ce que je fais, ce que j'essaie de faire, toujours, c'est de travailler avec les équipements, les matériaux que tout le monde peut avoir accès. Je n'essaie pas de faire des inventions en archi, mais de faire des conquêtes. C'est ce que je trouve intéressant, c'est ça. Alors donc, on est maintenant dans un village au bord de la mer Égée. Mon client m'avait demandé de concevoir une toute petite maison qu'il voudrait bien aller pendant les week-ends. C'est à une distance de
à peu près 300 km à Istanbul. Ils voyageaient comme des fous. C'est un businessman. Alors il m'a dit, Anne, je voudrais bien une maison là où je peux m'arrêter. Pas physiquement simplement, mais mentalement. Je voudrais bien aller au village, regarder la mer, Égée, écouter de la musique, lire un tout petit peu, et puis revenir à Istanbul. Donc, on me demandait une maison, une toute simple volume, pas de maintien si possible. Alors donc, c'est le village. La petite maison se trouve à l'extrémité droite du cadrage, et puis ça c'est la deuxième maison que je vais vous présenter. Alors, j'aime bien collaborer depuis le début de chaque projet, contrairement à la majorité des architectes mégalos, de collaborer avec tous les acteurs depuis le début. Alors donc, c'est pour cela que je perds un minimum de temps pendant le projet, parce que je suis toujours en contact avec des ingénieurs, et ce n'est pas moi qui dicte tout, qui dit tout. J'aime bien les écouter et vraiment collaborer, franchement. Alors donc, là, il y avait une série de problèmes que je me posais, parce que le brief, c'était simplement une maison pour s'arrêter. Bon. Mais pour moi, ce que j'aime bien faire au début de chaque projet, c'est de prendre mon temps pour bien définir le problème. Parce que le client, bien sûr, il me demande de résoudre son problème, mais ce que j'essaie de faire, c'est de trouver, si possible, la question, une seule question à poser, et me concentrer à répondre à ce problème-là. Alors là, c'était, pour moi, le problème, c'était comment être présent, ou bien comment intégrer un businessman à ce village-là. Parce que la mode de vie, ça n'a rien à voir avec le visage et avec le village, et puis les villageois vivent complètement d'une manière différente. Alors, dans des cas pareils, il y a toujours deux tendances, où l'architecte et le client essaient de copier les formes qui existent dans le village, tandis que la vie est complètement différente, ou il y a cet architecte mégalo qui vient du métropole, qui fait un truc étrange. Alors moi, j'ai essayé la troisième voie, dialoguer avec les villageois, avec les gens, les bâtisseurs locaux. Il y avait un autre facteur, donc c'était, moi je n'aime pas les chantiers. Ça, il faut que j'avoue, les chantiers, je ne les aime pas, mais j'aime bien être présent dans les chantiers. Donc, alors, au début, on savait que les visites de chantier ne seront pas fréquentes.
parce que la distance à Istanbul nous forçait à faire des visites de chantier dans une journée. Donc, il fallait à peu près 4 heures pour y aller et 4 heures pour rentrer. Donc, on a décidé, tout au début, de bien collaborer avec les bâtisseurs locaux à cette base-là. Et puis, on a décidé, on va créer des cadrages, des cadres, et puis on va laisser les locaux de remplir les cadrages. Alors, c'était le cas pour, je reviens, pour la structure. Donc, on ne voulait pas des éléments structuraux qui seront présents dans la maison. Donc, on a exagéré les portées. On a obtenu une portée de 9 mètres, mais en l'obtenant, on a exagéré les éléments structuraux. Et on a dit, alors donc, on fera vous voyez les bétons armés, donc on fera un cage en béton, et puis on va laisser les gens avec de la pierre remplir dedans. Alors, c'était la même stratégie pour les volets que vous voyez. Donc, les bambous, on en trouve partout dans le village. Donc, on a défini les cadres, on les a dessinés, et puis on a laissé les gens les remplir. Vous voyez clairement la partie structurelle en béton armé. À la fin, ce qui m'a beaucoup plu, c'était le mec qui avait fait les pierres. Il m'a dit, il fumait, il m'a dit, Anne, j'ai fait la même chose que j'ai fait pendant 30 ans. Et le résultat, c'est tout à fait différent. Alors ça, c'était mon but au début. Donc, collaborer avec eux, mais créer un bâtiment neuf. Alors, on est toujours dans le même village. Les amis de mon client ont visité cette maison et puis ils ont venu me demander, avec un programme tout à fait différent, de concevoir une maison dans le même village. Tandis que, dans ce cas-ci, c'était une famille de 4 personnes. Ils aimaient beaucoup recevoir des amis chez eux, fêter, et le programme, ce n'était pas le minimum, mais le maximum cette fois-ci. Alors, toujours, la vue de la mer Égée était primordiale. J'aime bien travailler sur la coupe. Je me suis aperçu que je résolus chaque fois un problème lorsque je concentre sur la coupe. Donc, pour moi, la coupe, c'est vraiment intéressant et important. Donc, vous allez voir dans mes esquisses que instinctivement, je commence à travailler sur les coupes. Ici, c'était le cas. Alors, comment équilibrer la relation de la maison et de la vie de ces gens en relation avec
le village avec la vie des villageois sans bâtir des murs tout autour. Alors donc, la pente m'a aidé beaucoup. Et à la fin, on a eu ce plan que dans chaque chambre, on avait la vue. Alors, cette fois-ci, la maison fait 40 mètres de longueur, 10 mètres de largeur. Jusque les derniers jours du chantier, les villageois insistaient en me disant que ça sera une usine d'olives, ça ne sera pas une maison, parce que l'échelle, vraiment, était énorme pour la ville. Alors donc, le problème, c'était comment trouver un moyen pour intégrer cette masse au village. Alors donc, on a décidé d'utiliser la pierre partout. Donc, on a pu créer une apparence plutôt du bâtiment, plutôt comme un paysage, parce que toutes les rues et les petites places du village est couvert de la pierre naturelle. Alors donc, c'est la vue depuis le village. Donc, on voit de la pierre partout. Alors, on a toujours eu la même tendance, donc, remplir les vides entre les éléments structuraux, tandis que cette fois-ci, on a utilisé l'acier. Vous pouvez facilement deviner combien on a fait des dessins pour bien ancrer le bâtiment. Vous pouvez voir que la colonne et l'arbre sont dans le même axe. J'aime bien ancrer chaque bâtiment à l'extrême. C'est pas une obsession, mais j'en suis persuadé que peut-être que vous ne voyez pas tous ces trucs-là, mais lorsqu'on est là, on le sent. Ça, c'est sûr. Donc, on a joué sur le rythme des éléments structuraux. Si la portée changeait, donc le diamètre ça changeait, l'épaisseur ça changeait. Avec les ingénieurs, on a passé pas mal de temps pour créer la bonne segmentation de la vue et l'économie de la structure. J'aime vraiment passer mon temps sur des problèmes pareils. Alors maintenant, on est à Istanbul, tout au fond du Corne d'Or. C'est un bâtiment construit avec des ingénieurs français au début du siècle. C'était le central énergétique de l'Empire ottoman à Istanbul. Alors, on m'avait demandé de convertir le bâtiment en un musée d'énergie. Donc, c'est le plan originel. Ça fait partie du campus de l'université Bilgi, là où j'enseigne, à Istanbul. Alors, encore une fois, j'ai pris mon temps pour demander l'unique question.
il m'a pris quelques semaines. Et voilà. Le problème, c'était comment intégrer les gens, la circulation humaine au bâtiment, parce que c'est un bâtiment conçu pour des turbines que vous voyez. C'était des turbines comme des bâtiments impressionnants, mais ce n'était que une boîte qui n'avait même pas une entrée propre. Donc, vous ouvriez une porte qui faisait à peu près 2 mètres et vous entriez dans ce hall qui faisait 25 mètres de hauteur. Et il y avait des turbines sur des plateformes à 7 mètres, à 6 mètres, à 5 mètres. Donc, c'était un choc. Alors, ce qu'il fallait faire, c'était pas intervenir sur les espaces, parce que les espaces, c'était très fort et très impressionnant. Alors donc, ce qu'il fallait faire, c'était de créer une toute nouvelle circulation. Alors, donc, on a décidé de créer une galerie suspendue là où personne n'était avant. Donc, les gens, ils se promenaient ou sur la terre ou pour le maintien des turbines, il y avait des escaliers qui n'étaient pas confortables du tout pour les mécaniciens. Alors que cette fois-ci, les turbines devenaient un paysage. Donc il y avait l'inertie totale. Alors, les gens qui viendraient visiter le musée, ils viendraient pour regarder les turbines. Alors donc, ce qu'on a fait, c'est ça. On a suspendu une galerie et tout était résolu. Alors que, vous l'avez bien constaté, à l'esquisse, j'avais l'intention d'être plus présent comme architecte, mais lorsque j'ai commencé à fréquenter le chantier, j'ai vu que essayer d'être présent devenait une caricature. Alors donc, j'ai changé les matériaux et comme balustrade, j'ai utilisé des pans de verre pour être quasiment invisible. Vous ne voyez que le reflet sur les balustrades, peut-être. Alors, maintenant, on est juste au milieu de l'Anatolie. C'est le plaine de Konya. C'est vraiment une plaine. On nous avait invités pour un concours d'archi, pour un musée archéologique qui était pour Çatalhöyük. Çatalhöyük est, je pense que c'est toujours le plus ancien settlement urbain connu au monde. J'en suis pas sûr, si c'est toujours, voilà. C'est 9000 ans avant Jésus-Christ, c'est ça? 8000, 7000, voilà. Donc, alors, on nous avait donné 4 semaines. On a bossé. Au bout de 3 semaines, on était très contents. On avait dessiné un bâtiment très chic qui marchait très bien, impeccablement. Mais
j'avais le sentiment ici que ça ne marchait pas. Techniquement, sur le papier, ça marchait. Alors, toujours cette ultime question. J'ai recommencé à vivre dans le bâtiment qu'on venait de concevoir. Et tout d'un coup, c'était vraiment une caricature parce que j'ai vu que en entrant au bâtiment, on ne peut pas aller 9000 ans en avant. C'est ridicule. Alors donc, on était déçus, mais c'était une réalité. En passant une porte, en entrant un hall d'entrée, c'est vraiment caricature. Alors donc, c'est la plane. Donc, quel bâtiment, à n'importe quelle échelle, peut défier une plane? C'est ridicule. Et 9000 ans. Alors donc, j'ai fait cette esquisse, toujours une coupe, comme vous voyez. Alors j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on va à un site archéologique? Il y a deux intentions. Aller voir les fouilles ou bien aller voir dans un musée les objets qu'on a trouvés. Donc, il faut créer des alternatives. Au lieu de diriger les gens pour entrer dans un bâtiment, il faut faire quelque chose de différent. Donc, si les gens veulent aller directement aux fouilles, qu'ils aillent, ou bien s'ils veulent entrer dans le musée, qu'ils aient la possibilité d'entrer dans le musée. Et ce qui concerne les 9000 ans, donc on ne fait pas un bâtiment, on prend les gens, là c'est vraiment tout au milieu de l'Anatolie, et puis il n'y a pas moyen d'aller à pied. Donc il y aura toujours un véhicule pour avoir accès au site. Alors donc, vous quittez le véhicule. Qu'est-ce que vous faites? Vous descendez avec cette pente relativement rapide. On descend dans le sous-sol. Ce n'est pas un vrai sous-sol, mais l'horizon, vous le perdez. C'est à 7 mètres que vous descendez. Là, il y a un arc, une voûte en béton. Donc, la lumière change. Il y a de l'ombre parce que c'est vraiment, il fait très chaud pendant l'été. Donc, la lumière change. Il y a du vent parce que c'est comme un tunnel. Et là, vous avez deux choix. Ou bien, vous continuez avec une pente lente, petit à petit, lentement, vous êtes sur l'horizon. Là, vous avez à vos côtés les fouilles qui continuent. Ou bien, vous entrez dans le musée ou bien au café qui se trouve à l'autre côté. Alors donc c'est la coupe transversale, longitudinale, et voilà, c'est ça. Donc ce n'est pas un bâtiment. On espère toujours de trouver des sponsors pour réaliser ce projet. Ça fait déjà à peu près 7 ou même 10 ans qu'on l'a conçu. On espère toujours, on va voir.
Maintenant, on est à Istanbul. C'est un bâtiment de 19e que l'un des familles les plus aisées de l'Europe avait acheté, et ils m'ont demandé de reconvertir le bâtiment en une galerie privée, parce qu'ils ont une collection d'art contemporain, une très importante collection d'art contemporain, une librairie, et puis des appartements pour ses amis qui viendront visiter Istanbul. Donc c'était un programme pas ordinaire. Alors, le bâtiment se trouve juste en face de la tour Galata et avec une vue sur la péninsule historique, le palais de Topkapi, la Sainte-Sophie, une vue magnifique. Et puis, lorsque mon client me proposait le projet, il m'a dit, vous savez, on a acheté un bâtiment à Galata, un emplacement merveilleux, mais nous avons un problème. Il y a la tour Galata qui bloque la vue, il m'avait dit. Alors, pour ceux qui savent Istanbul, ce n'était pas vraiment un problème. Alors, l'articulation intérieure des espaces était orientée dans la moitié droite du bâtiment, était orientée sur la tour Galata et la vue sur la péninsule historique. Tandis que l'arrière du bâtiment avait vraiment des espaces secondaires, pas de lumière, donc c'était nul. Alors, ce que j'ai proposé, j'ai dit, bon, la moitié, c'est bon, ça marche, avec la vue. Alors, je vous propose d'oublier une chambre à chaque étage, au fond du bâtiment, et puis créer une puits de lumière avec un jardin vertical que j'ai collaboré avec Patrick Blanc, que peut-être que vous avez entendu parler de lui. Alors donc, c'était la coupe définitive. On a préservé et structurellement et en grande partie les volumes qui se trouvaient dans la moitié droite, tandis qu'à gauche, on a tout démoli et puis on a recréé une nouvelle coupe. Et voilà, la surprise commence, parce que dans cette partie de la ville, le vert, c'est quasiment absent. Alors donc, ce n'était pas simplement pour le graphisme du jardin vertical, mais ça valait vraiment quelque chose dans ces rues très étroites qui n'étaient pas ensoleillées. Alors donc, toujours la collaboration depuis le début avec les ingénieurs. Vous voyez les grilles à droite. Là, on a toutes les airs conditionnés, toutes sortes d'installations qu'on avait bien décidées, même avant le renforcement de la structure.
on avait réservé les gains, tout ça, et puis on a pu les faire disparaître sur cette partie du bâtiment. Voilà la tour qui bloque la vue. Alors, on est à Strasbourg maintenant? Non, on a fait une erreur. Je continue à Istanbul. On m'avait demandé il y a 4, même 5 ans, de convertir 2 bâtiments de 19e, toujours à Istanbul, au centre-ville, en centre culturel. Alors, l'une des banques les plus grandes en Turquie, la banque Garanti, possédait les 2 bâtiments. Et ils ont décidé de faire un cadeau à la ville de 15 000 mètres carrés, 10 000 dans un bâtiment, 5 000 dans ce bâtiment-ci. 15 000 mètres carrés d'institutions culturelles. Bon, ils ont de l'argent. Alors, ce qui était intéressant pour moi, c'était de travailler en même temps sur 2 bâtiments de 19e pour un seul programme. Alors donc, la distance qui séparait les 2 bâtiments, ça fait à peu près, à pied, c'est 15 à 20 minutes. Et les bâtiments dialoguent entre eux. Alors donc, ce bâtiment-ci, ça date de 1887 ou 88. Alors, le même programme, mais toujours avec des différences en considérant la location des 2 bâtiments. Celui-ci se trouve sur un axe sur un des axes principaux de la ville. C'est une rue piétonne, là où passent quotidiennement 1 million de gens. Pendant les week-ends, ça fait à peu près 3 millions. Alors donc, dans ce bâtiment-ci, on a décidé d'avoir plus d'espace, proportionnellement plus d'espace d'exposition, et trouver un moyen de faire circuler le nombre exagéré des gens dans le bâtiment, alors que dans l'autre bâtiment, on avait des programmes plus lents avec un nombre de visiteurs pas si grand que ce bâtiment-là. Alors, comme toujours dans des projets pareils, on a essayé de faire, pour pouvoir faire approuver les projets. Bien sûr, on a fait un projet, mais j'aime bien montrer cette matrice. On voit les dates et le nombre de projets complets qu'on a dessinés, parce que dans des situations pareilles, on fait un projet au début, on est content, ça marche bien, le conseil des bâtiments historiques l'approuve, la ville l'approuve, mais une fois que le chantier démarre, il y a toujours des choses que vous avez comme surprise en main. Donc, on démolit une partie de ce mur et puis on voit qu'il y a une poutre en acier qui était cachée et qu'on n'a pas pu détecter avant. Alors,
chaque fois que je suis en face d'un problème pareil, comme obsession, je ne me concentre pas sur ce problème-là. Je commence à redéfinir tout. Au lieu de me concentrer sur cette partie du bâtiment, hop, on recommence à penser depuis le début. Si on change une partie de ce bâtiment-là, alors est-ce que tout va changer ou non? Alors c'est pour cela que sans cesse on dessine et on dessine. Alors c'est le résultat. Donc on peut voir nettement ce qui existait et ce qu'on a ajouté. Voilà, on avait fait une sorte de fouille au plafond. Alors, c'est le deuxième bâtiment qui était le siège social de la Banque ottomane, qui était la banque centrale de l'Empire ottoman, conçue par Alexandre Vallori, 1893 ou 12. Alors, ce qui était intéressant dans ce bâtiment-là, les deux façades, la façade qui donne sur la Corne d'Or avait des tendances orientales, tandis que l'autre, la façade principale d'entrée, qui avait une architecture tout à fait néoclassique, occidentale. Alors, c'était un bâtiment historique préservé, bien sûr, mais on avait fait des changements pendant les années. Toujours en face des problèmes pareils, au lieu d'intervenir sur la composition des espaces, j'ai essayé de créer une nouvelle circulation. Alors, il y avait toujours l'ascenseur qui bloquait, qu'on avait ajouté, et qui bloquait l'entrée principale, juste au milieu. Il y avait l'éclairage zénithal bloqué par une dalle qui avait changé toute la perception de l'espace, dramatiquement. Donc, la lumière naturelle n'existait plus dans le bâtiment. Toujours la matrice. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, on a supprimé l'ascenseur qui bloquait l'entrée. Le bâtiment principal est divisé en deux. On est dans la partie gauche. L'autre partie du bâtiment est occupée actuellement, cette fois-ci, par la Banque centrale de la République turque, au lieu de la Banque ottomane. Et puis, il y avait une extension, toujours conçue par Alexandre Vallori, mais on a fait des extensions aux extensions, et puis le bâtiment s'était collé au bâtiment principal. Alors, ce qu'on a fait, on a enlevé l'ascenseur et on a doublé la profondeur du hall d'entrée avec, à l'extrémité, une ouverture qui donne sur la Corne d'Or. On a recréé la cour qui entrait dans les deux bâtiments, le bâtiment principal et l'extension, et puis on a
réintégrer la lumière naturelle au bâtiment. Alors, cette façade, double façade en verre, ça nous a facilité les choses. D'abord, comme perception de la nouvelle longueur du hall d'entrée, vous pouvez voir sur, excusez-moi, sur ces coupes-là, il y avait une série, lorsqu'on a doublé, exagéré la longueur du hall d'entrée, on a dû passer par différents volumes avec des différentes hauteurs. Alors donc, on a utilisé cette façade en verre pour exagérer et pour pouvoir obtenir un effet dans chaque partie du hall d'entrée. Donc, on a utilisé la réflexion et la continuité du matériel. Dans cette partie-là, on a pu avoir toutes les portes des nouvelles fonctions sur cette façade de verre. On a pu avoir des écrans d'information portés par cette façade de verre. Et voilà l'éclairage naturel réintégré dans le bâtiment. On a toujours collaboré avec notre éclairagiste Jan van Lierde pour avoir la même installation motorisée que vous voyez ici et que vous avez aperçue dans l'autre bâtiment, à l'entrée de l'autre bâtiment. Donc, ce sont des ponts de verre motorisés qui sont animés pendant les journées. Ici, nous avons des héliostats. On a monté des héliostats sur le toit. Donc, on a toujours une intensité de lumière naturelle stable pendant les journées. Donc, la lumière a changé tout. C'est la seule nouveauté que nous avons fait, que nous avons ajoutée. On a toujours supprimé. Voilà la cour. Un bâtiment qu'on vient de finir il y a à peu près 1 an, même pas. Alors, c'est un bâtiment pour une usine de structure en acier. Donc, naturellement, c'est en acier. Alors, ici, on a voulu faire... Bien plus avant la conception du bâtiment, ce qui était important ici, c'était de choisir le site pour le bâtiment. On a discuté avec les dirigeants de l'usine l'emplacement, parce qu'ils avaient besoin d'un nouveau bâtiment pour les bureaux, mais ils ne savaient pas où localiser le bâtiment. Alors donc, ils produisent des éléments en acier, des éléments structurels en acier qui sont vraiment des sculptures. Quelle beauté! Et ce sont des pièces géantes. Avant, une fois que la production est finie,
toutes ces sculptures-là sont stockées sur cette partie que vous voyez juste au milieu. C'est comme une galerie d'art. Alors donc, on leur a proposé de localiser le nouveau bâtiment juste en face de ce terrain-là. Et puis, on leur a proposé une façade extrêmement transparente pour que les gens à l'intérieur puissent contempler ce qu'ils ont produit. Alors donc, on a travaillé avec eux, pour eux, c'était rien, ce bâtiment. Ils l'ont construit dans 5 mois. Tout était fini. Parce que c'était dans leur jardin. Bon. Alors, c'est pas une façade high-tech, c'est tout à fait une menuiserie en aluminium ordinaire, extrêmement ordinaire. Simplement, on a bien collaboré avec des ingénieurs pour trouver des solutions aux joints de la façade avec la structure en acier, etc. Donc, c'était pour la première fois que j'ai bâti en acier avec des gens pareils. C'était vraiment un plaisir. Enfin, on est à Strasbourg. Alors, on est juste en face du parc de l'Orangerie. Le programme fait à peu près 10 000 mètres carrés. Il y a 3 ans que le ministère des Affaires étrangères m'a appelé pour me proposer la conception de la résidence de l'ambassade de Turquie à Ulaanbaatar, Mongolie. Alors, j'ai hésité parce que je n'avais jamais travaillé avec l'État. Bon, je leur ai expliqué les difficultés que j'envisageais, etc., poliment. Mais à la fin, j'ai accepté la commission. Et ça s'est très bien marché. Alors, après 1 an, même pas, 10 mois peut-être, on m'a proposé les bâtiments de Strasbourg. Alors donc, il y a 4 bâtiments, les bureaux de la délégation permanente au sein du Conseil européen, les bureaux du consulat général, la résidence du consulat et le bâtiment des services consulaires. Alors donc, un complexe de 4 bâtiments. Le terrain, c'est un triangle. Nous avons le canal en face, toujours la coupe qui me sauve. Alors donc, on a d'abord décidé de s'installer en ligne parallèlement à la rue et au canal pour pouvoir créer la vue dans chaque bâtiment, si possible dans chaque bureau, qui est le cas maintenant, définitivement. Alors donc, on a eu la résidence, le consulat et puis la délégation permanente et en perpendiculaire, les services consulaires. Donc, on a créé un socle, on a un tout petit peu, à peu près 3 mètres, 3 mètres 20, surélevé cette série de bâtiments. Et il y a un paradoxe
parce que l'entrée principale, c'est par l'arrière du bâtiment, d'une manière, parce que la façade principale donne sur le canal et sur le parc, mais l'entrée principale doit rester en arrière. Alors donc, on a mis les services en arrière et on a pu créer une série de volumes qu'on peut facilement diviser. Bon, des esquisses, j'aime bien les faire. Alors donc, on a libéré l'espace sur la façade principale et puis on a eu les tours de service en arrière. Alors donc, on a travaillé sur le rythme du tissu existant, on a fait des analyses et puis on va utiliser le grès des Vosges pour la façade qui donne sur la ville. Et puis on voudrait bien utiliser derrière la façade transparente les tours de service couverts de céramique traditionnelle turque qu'on appelle iznik. Chaque pièce est faite à la main. Alors donc, il y aura sur la façade d'entrée le toucher dit turc avec les tours turquoises, tandis que sur l'autre partie, qui donne sur la ville, une familiarité de grès des Vosges. Et c'est tout. Merci. Merci de cette leçon où tu nous as fait entrer dans ton monde. Tu nous as permis de redéfinir une approche. Merci pour tes dessins, ta coupe et la grande générosité, la lecture du territoire. Je pense que c'est un moment important à partager avec toi ce soir. Et on pourrait le conclure avec une série de questions-réponses. Ah oui, j'aimerais bien qu'on me pose des questions. Allez, un petit effort. J'avais juste pas compris ce que c'était la céramique. Ah, la céramique. Ah, ce sont des céramiques qui font à peu près 14 cm par 40. Voilà. Mehmet connaît mieux que moi. C'est lui qui les fait. Ah oui. Mehmet qui est un ancien de cette école. Le plan libre, ils m'ont aidé beaucoup. Donc c'était vraiment une expérience que j'ai beaucoup appréciée. Alors donc c'est simplement des céramiques que je vais couvrir les tours de service. Alors donc ça sera une touchée dit turc, si on peut le dire. Je ne suis pas forcé pour ça, mais vous savez, si c'est un bâtiment avec une présence d'un État, donc il y a toujours des caricatures qu'on peut vous imposer. Ce n'était pas le cas ici. C'est tout à fait mon choix.
Et j'ai la familiarité de ce matériau que j'ai beaucoup utilisé. Donc, c'est tout simple. Et ces céramiques sont des céramiques traditionnelles, enfin la mise en œuvre, on l'a compris, mais ce sont des créations contemporaines ou ce sont des motifs anciens? Il n'y aurait pas de motif. Ah d'accord, donc c'est uni, uni, blanc, alors, comme on mais l'a vu dans... La différence de chaque pièce, parce que chaque pièce est colorée à la main. Va vibrer la lumière. Voilà. Donc, on va D'accord. jouer là-dessus. D'accord. Alors, tu nous as montré plusieurs immeubles remarquables, anciens, et donc cette relation à l'ancien, à la fois pour un site archéologique, donc à une grande échelle, avec une grande subtilité, parce que là, c'est à la fois le rapport à l'histoire, mais aussi au paysage, et puis aux conditions climatiques, qui En sont... plus, oui. Tu n'as pas beaucoup insisté dessus, mais c'est vrai que construire en Turquie, c'est pas construire à Strasbourg non plus, donc c'est des démarches aussi qui sont différentes, et on peut aussi comprendre ton travail sur la coupe par rapport à ça, c'est-à-dire que la coupe, c'est le travail de l'inertie, de l'épaisseur, de l'ombre, et donc on l'a vu entre autres dans ces travaux où tu as ce rapport avec l'histoire, à la fois très respectueux, en même temps tu fais des projets très contemporains, c'est-à-dire tu n'es jamais dans une approche qui soit de l'ordre du pastiche ou de la facilité ou simplement de la reconstitution, c'est-à-dire que tu Oui, apportes tu as raison. quelque chose C'est qui est pour très ça que tranché. J'ai montré les matrices. Non, mais tu as je trouve une démarche qui est très extrêmement contemporaine au sens moderne classique. Et je trouve que c'est assez remarquable par rapport aux bâtiments que tu nous as présentés, leur échelle. J'ai une petite question. Quand on intervient sur des bâtiments aussi importants que la Banque centrale ottomane et aujourd'hui la République turque, c'est pharaonique. C'est-à-dire que là, tu es dans une échelle. Le mode opératoire, est-ce qu'il est comparable à celui qu'on peut imaginer en France? Tu disais que tu avais eu des difficultés au départ à imaginer travailler avec l'État pour la Mongolie, etc. Finalement, tu t'en sors très bien. Ce que tu as fait sur cette banque, c'est absolument énorme. C'est combien d'années de chantier? Et quel est le rôle, enfin la place réservée à l'architecte dans cette démarche? Parce qu'au final, l'architecture est resplendissante, l'ancienne comme la nouvelle, elle est mise en valeur, etc. De nouvelles fonctionnalités, tu révèles ce qui avait été détruit, etc. Ça veut dire, ça c'est très volontariste et ça révélerait en France d'une position à négocier très difficilement avec l'architecte en chef. L'ABF, etc. L'architecte des bâtiments de France, tu connais sur Strasbourg, etc. etc. Donc, quel est comment ça se passe en Turquie, dans un marché de ce type-là, par rapport à l'ingénierie, à l'économie, à un maître d'ouvrage puissant, et puis à une histoire qui est importante aussi? Tu sais, c'est toujours difficile, comme en France. Même plus difficile parce qu'en France, mon expérience avec l'ABF ici était impressionnante parce qu'en Turquie, tu as en face de toi une commission. Alors, ce sont des êtres humains. Ils ont des passés entre eux. Alors, tandis qu'ici, il y avait une seule personne que je pourrais discuter. Alors, comment ça se passe en Turquie? Je t'approuve, je te jure que c'est plus difficile, mais sans aucun doute, si l'architecte bosse bien, bosse comme des fous, donc Comme toujours. tu es le maître. Normal. Tu es le maître. Contre le client, contre les commissions, contre les ingénieurs, contre... Ben oui. C'est pour cela que j'ai montré ces matrices. Donc on a fait, je ne me souviens plus, mais on a fait à peu près 17 ou 18 versions pour la Banque ottomane. Et c'était des projets complets. Donc, quelque chose change,
ou physiquement ou intellectuellement chez moi. Donc, on fait les dessins, on demande un rendez-vous au comité, on les explique. Si c'est approuvé, on revient au client pour discuter le budget. Donc, on les montre tout. Donc, il y a toujours des idées contradictoires entre eux. Donc, on dit, ça, on y a pensé, voilà la preuve. Si on fait ce que vous dites, donc il y aura dans cette partie du bâtiment ce problème-là. Il s'arrête. Il commence à écouter. Il voit que tu as pris ton temps pour eux, pour leurs avantages. Une fois qu'ils voient ça, donc ils laissent faire tout. Impressionnant. Monsieur Dawaz, présentez-vous. Je suis un des collaborateurs locaux de Monsieur Antum Altekin. Je voulais juste faire 3 résumés de ce que j'ai pu apprendre ou apprécier dans la collaboration, qu'on n'est qu'à la moitié, puisque on va enchaîner avec le chantier. Le dessin est par définition redéfinir. Parce que quand vous dessinez ce que vous avez compris et ce que vous voyez, ou ce que vous voulez voir. On est tous plutôt une génération informatisée, et je pense qu'on fait erreur, il faut revenir sur le dessin. Et vous avez l'exemple de quelqu'un qui réfléchit avec sa tête, son crayon et son crayon. Donc je vous incite fortement, vous comprendrez plus tard, moi j'ai compris plus tard, il n'y a jamais de retard pour comprendre. Le dessin est notre outil de réflexion, et si je me permets, de redéfinition. Et c'est cette redéfinition qui nous permet d'épurer et de simplifier. Et c'est la beauté du travail de Anne qui dessine sans arrêt et il revient à l'essentiel. Et l'essentiel est l'outil de communication, puisque plus c'est simple, plus il n'y a rien à dire. Et ça, c'est la difficulté, less is more. Et la troisième chose, si je me permets, il approche les problèmes. Moi, j'arrive pas à le faire, hein, mais j'ai parfois tendance à faire le truc le plus emmerdant, le plus technique, le plus chiant. Lui, non. Il va d'abord s'éclater. Il dessine. Et quand il a pris son pied, il dit bon, maintenant, on va régler l'autre problème. Donc, c'est une vision aussi de continuer à faire le travail de conception d'architecte en se faisant plaisir. Et vous le comprendrez plus tard. C'est très difficile de prendre cette distance pour dire, bon alors, je remets une louche, on reprend à zéro le projet, mais comment on va s'amuser encore une fois? Et ça, c'est encore redéfinir en s'amusant. Et c'est une grande qualité de ce grand architecte. Voilà. Merci. Je vais te demander de lever le bras droit. Vous voyez, quand on n'a pas assez dessiné à l'école, après, voilà ce qui se passe. Il y a une question là. Là. Bonjour. Sur le premier projet que vous nous avez présenté, il y avait une pente qui est assez forte et vous avez décidé d'intégrer 2 terrasses donc à différents niveaux. Et j'aurais aimé savoir si c'était à cause de la pente ou si c'était un choix architectural. Dans quel projet ça? Dans le tout premier que vous nous avez montré, B2 House. La petite maison? Oui. Oui, d'accord. Parce que dans le deuxième projet que vous nous avez montré, donc dans le même village avec une pente plutôt similaire, on n'a pas ces terrasses donc avec différents niveaux. Et j'aurais aimé savoir pourquoi. Attendez, je vais voir parce que je vais bien utiliser les terrassements. Mais attendez, comment on fait ça? Oui. Là. C'est ça, cette coupe-là? Oui, c'est ça. Il paraît que je n'ai pas bien compris la question. À haute voix, s'il vous plaît. Pardon. On a une terrasse donc au-dessus et en fait on a différents niveaux dans l'espace qui contient le bâtiment. Et j'aurais aimé savoir pourquoi vous avez fait justement ces différences de niveau, si c'est par rapport à la pente forte. Ah bon, d'accord, je comprends maintenant. D'abord, oui, vous avez raison.
j'ai pas pris mon temps pour expliquer la coupe. Alors, il y a ces terrassements-là, dans ce bâtiment-ci, n'existait pas. Tandis que dans l'autre bâtiment, il y avait des terrassements déjà existants. Alors donc, j'ai calibré le terrassement. Ici, les terrassements que j'ai faits, d'abord, c'était toujours ne pas avoir un mur tout autour de la maison, de la propriété. Alors donc, j'ai calculé la hauteur du mur qui nous séparait de la rue principale du village. J'ai placé le bâtiment à une hauteur que les gens qui passaient ne pouvaient pas voir ce qui se passait à l'intérieur de la maison, mais les gens qui se trouvaient à l'intérieur, en s'approchant de la façade, ils pourraient facilement voir ce qui se passait devant eux, les animaux qui passaient, etc., etc. Alors donc le deuxième nivellement, ça c'était, attendez, je vais vous montrer sur la photo. Alors, la maison était orientée, l'orientation principale de la maison était vers le sud. Alors que la partie que j'ai pu créer en arrière restait toujours dans l'ombre pendant les journées. Donc, c'était la masse du bâtiment qui créait l'ombre. Alors donc, là, vous voyez à droite le mur de soutien. Alors, là, j'ai pu créer un espace extérieur, mais qui se trouvait entre le mur de soutien et le bâtiment. Alors, la hauteur du mur de soutien était calculée que ça créait un espace bien défini et il faisait la même hauteur de l'étage. Donc tout ça, ce n'était pas un terrassement accidentel qu'on avait bien calculé précisément. Merci. Ah, Firenze, va. Ah, excellent. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Est-ce que l'architecture, c'est plutôt le plan ou la coupe? Ne rentre pas là-dedans. C'est un pervers. Non. D'accord, bon. Les deux en même temps. Moi, c'est plus... Moi, c'est plus une remarque que j'ai, plutôt qu'une question, en fait. C'est par rapport au projet de SALT à Beyoğlu, qui est un très beau bâtiment à l'intérieur. Je trouvais ça juste dommage que vous n'ayez pas montré, en fait, cette percée qui est créée et qui crée un cadrage au bout sur la ville. Et aussi l'auditorium, qui est très très beau, qui pour moi est un objet de design en soi, quoi. Celui avec les lamelles de bois qui se déplient, etc. Alors, donc voilà, c'est plus... J'ai oublié de parler sur la collaboration que j'ai faite pour ces deux bâtiments avec les designers contemporains turcs. Oui, j'aime bien l'auditorium à Beyoğlu. Alors, on avait décidé tout au début, avec la banque, de collaborer. Bon, ils ont dit que ça serait un architecte contemporain turc qui
qui va concevoir les deux bâtiments. Et puis en plus, ils ont dit que si on voudrait bien choisir avec l'architecte des équipes de designers contemporains turcs pour collaborer pour des différents espaces dans ces bâtiments-là. Alors donc, j'ai collaboré avec 7 groupes de designers. C'était vraiment très dur de coordonner tout ça. D'abord, les égos des designers qui voulaient montrer toute leur expérience, toute leur capacité créative dans une petite pièce. Donc, il fallait les calmer. Calmez-vous, calmez-vous. D'accord? On supprime ça, on supprime ça. Et puis, pour le chantier, c'était vraiment une torture. Mais l'équipe que j'ai collaboré pour l'auditorium, ils étaient vraiment géniaux. J'aime bien ce qu'ils ont fait. En totalité, je peux dire que je suis content des résultats, mais ils étaient les meilleurs. Il fallait que je mette des images, vous avez raison. Il y a aussi le jeu sur le marbre lisse et rugueux qui reflète le sur Galata? Toujours le même bâtiment, ce que je l'ai dit. Les reflets. Non, sur Beyoğlu. Sur Beyoğlu? Le reflet. Sur le marbre lisse au sol et le marbre rugueux sur les murs au niveau des WC. Non, c'est à Galata, ça. Ah, c'est grave. Alors moi, je voudrais remercier Anne qui a eu la gentillesse, il y a 2 ans, de nous accueillir à Istanbul avec un groupe d'étudiants du domaine architecture et complexité. Et donc, il nous a accueillis dans l'université où tu enseignes. Et puis ensuite, justement à propos de cette banque qui a été transformée, on a eu la chance de tomber le jour de l'inauguration, donc c'était extrêmement festif. Et c'est vrai que cette banque est magnifique. C'est vrai que, je veux dire, le talent, c'est aussi de travailler avec d'autres personnes, notamment le travail sur l'éclairage artificiel est extrêmement fin. Et par exemple, je pense à la boîte du bar qui est suspendue, que tu n'as pas totalement développé et qui est à la fois très low-tech dans son écriture, mais qui, avec le travail de la lumière artificielle, devient un lieu magique. Et c'est vrai que on aurait presque eu envie de voir plus d'images concernant tes projets, parce que je pense que quand tu dis je suis pas, ou en tout cas les architectes mégalos fonctionnent autrement, je pense que c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que la force de ton travail, je trouve, c'est celle de soit de travailler de façon collective avec d'autres personnes, et puis de trouver le ton juste dans les interventions de tes projets. Le ton juste, c'est, je te remercie pour la définition. Oui, vraiment, c'est ce que je cherche. Ouais. C'est vrai, c'est vraiment lisible. Et je pense que tes bâtiments méritent d'être visités dans le détail. Voilà. Alors, une toute petite dernière question, alors. Bonsoir.
J'avais juste une petite question sur la mise en œuvre de la pierre que vous avez utilisée en toiture sur le deuxième projet de maison individuelle. On a vu une photo où la lumière passait à travers, enfin était filtrée Ah oui, sur par le la patio. pierre. Oui. Oui. Et savoir comment vous avez... Ça, c'est... Il y a un mèche en acier et on a déposé les pierres dans cette partie-là. Et puis dans l'autre partie du toit, c'est toujours low-tech, c'est pas de high-tech. Il y a des panels en sandwich ondulés. Et puis, il y a une construction au-dessus qui tient les pierres qui se sont déposées librement. C'est une surtoiture. Oui, et puis il y a toujours l'air qui circule entre les pierres. Donc, il n'y a pas d'air conditionné. Merci à tous d'être venus et Anne, merci pour cette magnifique conférence beaucoup. du fond du cœur.